Le rire de ma sœur, Léa, a coupé le tintement des fourchettes avant même ces mots. Ça ne te dérange pas de les garder, n'est-ce pas, dit-elle, se tournant déjà vers son verre de vin. Les jumeaux, Louis et Paul, ont grimpé sur mes genoux, l'un me tirant les cheveux, l'autre renversant du jus sur ma manche. La table rugissait de rire comme si tout était un spectacle. Personne ne m'a regardé. Ni quand je me suis levée pour prendre une serviette. Ni quand j'ai essuyé la tâche qui n'était pas la mienne. Cette nuit-là, je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai commencé à faire mes valises. Ils pensaient que je serais toujours là pour le voyage en famille. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà réservé mon propre billet pour ailleurs. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous écoutez, juste pour savoir si quelqu'un comprend là-bas. Et quand vous aurez entendu toute l'histoire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. J'avais l'habitude de penser que le silence dans notre appartement parisien signifiait la paix. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait que quelqu'un d'autre était célébré. Chaque mur portait des photos preuves, les premiers pas de ma sœur, sa remise de diplôme à Sciences Po, son mariage à la mairie du 16e. Mon coin du couloir était vide. Quand ses vieux vêtements ne m'allaient plus, maman appelait ça être pragmatique. Quand ses trophées prenaient la poussière, papa disait que nous gagnerions de la place. J'ai appris tôt que mon prénom, Chloé, ne résonnait pas aussi fort que le sien. À 15 ans, j'ai remporté un concours d'écriture pour un jeune magazine littéraire. L'enveloppe est arrivée par la poste, timbrée et officielle. Je me souviens l'avoir posée sur le comptoir de la cuisine pendant que maman faisait sauter des crêpes. C'est gentil, ma chérie, dit-elle, les yeux rivés sur la gazinière. Puis le téléphone a sonné. C'était ma sœur qui appelait pour sa nouvelle offre d'emploi chez L'Oréal. Au moment où maman raccrochait, mon enveloppe avait disparu sous la liste de courses. Pendant mes études de licence à la Sorbonne, je travaillais comme serveuse après les cours dans un petit café du quartier latin. La plupart des week-ends, mon téléphone s'illuminait d'un seul nom, le sien. Peux-tu garder les jumeaux ? Juste quelques heures. Les heures s'étiraient toujours en nuit. Leurs jouets encombraient mon studio. Leur bol de céréales remplissait mon évier. Quand je disais que j'avais des examens, elle soupirait. Tu as tellement de chance d'avoir du temps libre. La voix de papa a résonné un soir où je demandais de l'aide pour mes frais de scolarité. Nous finissons toujours de payer le mariage, dit-il, sans lever les yeux de son exemplaire du Figaro. Le bord de la page trembla légèrement quand il la tourna. J'ai réalisé qu'il savait à quel point cela semblait injuste. Il ne s'en souciait juste pas assez pour arrêter de lire. Ce n'était pas une grande trahison. C'étaient des milliers de petites. Chaque vêtement de seconde main, chaque service rendu, chaque renvoi silencieux, une vie entière à être le choix facile. Je croyais que rester silencieuse maintenait la paix. Mais la paix bâtie sur le silence n'est pas la paix du tout. C'est une dette. Et quelqu'un vient toujours la récupérer. C'était censé être mon dîner d'anniversaire, mais le gâteau portait déjà les prénoms de ses enfants. Nous pensions que ce serait amusant de célébrer tout le monde ensemble, dit maman, expliquant pourquoi mes bougies étaient en forme d'animaux de dessin animé. Les jumeaux ont applaudi. Tout le monde a ri. Après le dessert, maman a glissé une enveloppe sur la table. Nous avons une surprise, dit-elle, un voyage en famille la semaine prochaine. Nous avons tout réservé. Papa hocha la tête, fier. Tu vas adorer, Chloé. Tu aideras avec les garçons pour que Léa puisse enfin se détendre. La pièce a basculé une seconde. J'ai entendu le bourdonnement du réfrigérateur, le raclement d'une fourchette sur la porcelaine. Puis ma propre voix, plate même. Je n'y vais pas, silence. Le sourire de Léa se figea. Comment ça, tu n'y vas pas ? Je veux dire exactement ça. Le ton de maman s'aiguisa. Ne fais pas de scène. J'ai posé ma fourchette. Le métal a résonné doucement contre l'assiette. Je ne fais pas de scène. Je dis juste non. Papa s'éclaircit la gorge, marmonna quelque chose à propos de la gratitude. Léa murmura, « Tu es incroyable. » Je me suis levée, repoussant ma chaise lentement, les pieds traînant sur le carrelage. Vous avez eu mes week-ends, mes soirées, ma patience. Vous pouvez avoir le voyage aussi,
mais sans moi. Leurs voix s'en mêlèrent tandis que je sortais. Des questions et de la culpabilité se superposaient. La porte se ferma derrière moi, étouffant tout. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une punition. Cela ressemblait à de l'espace. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Vol, hôtel. Une barre de recherche vide clignotant devant moi. Mes doigts ont plané un instant, puis ont tapé un mot, ailleurs. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'en avais pas besoin. Le silence était suffisant. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau avec la seule lampe allumée, son cercle de lumière, petit mais stable. Mon ordinateur portable ronronnait alors que j'ouvrais une nouvelle feuille de calcul. Paiement, loyer, vol. Chaque mot était une colonne, chaque cellule un pas vers l'extérieur. J'ai fait défiler les sites des compagnies aériennes, comparant les chiffres comme quelqu'un mémorisant une voie d'évacuation. Le curseur clignotait sur le mot « confirmé ». J'ai appuyé. Un nouveau vol, une nouvelle destination, le même week-end que le leur. Chaque son dans la maison est devenu plus aigu après ça. La machine à laver qui ronronnait, la télé de papa trop forte. Les appels de maman remplis du rire de ma sœur. Je l'entendais dire des choses comme « Chloé aidera ». Et j'imaginais mon nom plié dans chaque plan comme une serviette que personne n'avait demandé. J'ai arrêté de répondre aux appels, arrêté de proposer quoi que ce soit. Pendant mes pauses déjeuner au bureau, j'imprimais chaque reçu et confirmation de réservation que j'avais fait, les pliais soigneusement, les glissais dans une pochette transparente de mon classeur. Il y avait quelque chose de sacré dans l'ordre de tout cela. Nombre, date, horodatage. Je gardais chacun comme la preuve que ma vie avait enfin une structure en dehors d'eux. Une semaine avant le voyage, je suis allée acheter une valise. La vendeuse m'a demandé si c'était pour les affaires ou le plaisir. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. La liberté, a-t-elle ri, ne sachant pas que je le pensais vraiment. La valise était grise, à coque rigide, silencieuse quand elle roulait. À la maison, je l'ai ouverte sur mon lit. Un par un, j'ai rangé des chemises blanches, des jeans pliés, mon carnet, la gourde argentée que je portais toujours. Je les zippais à moitié, laissant de la place pour quelque chose qui ne rentrait pas encore, le sentiment de partir pour de bon. Maman a frappé à ma porte cette nuit-là. N'oublie pas d'apporter de la crème solaire, dit-elle, prenant mon ordinateur portable fermé pour un signe d'accord. J'ai hoché la tête une fois, regardant son reflet dans l'écran. Ces mots ont flotté dans l'air longtemps après son départ. Le lendemain, Léa a envoyé un SMS. « Peux-tu aller chercher des snacks supplémentaires pour les jumeaux ?» J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'écran. Puis j'ai supprimé la conversation. Pas de réponse. J'ai commencé à me lever plus tôt, à faire le tour du pâté de maison avant le travail. L'air avant le lever du soleil semblait intact, nouveau. J'y ai pratiqué le silence, apprenant le poids de celui-ci dans mes poumons. Je n'ai plus prononcé un seul mot à personne. Le soir, je nettoyais mes emails, me désabonnais de tout ce qui portait leur nom. J'ai organisé mes comptes bancaires, arrêté tous les prélèvements automatiques liés aux factures partagées. Ma vie s'est réduite à l'essentiel, ce que je gagnais, ce que je gardais, ce que je choisissais. Ma collègue, Maya, l'a remarqué. « Tu es silencieuse », dit-elle autour d'un café. Peut-être que je n'avais plus d'explication, ai-je répondu. Elle n'a pas posé d'autres questions, et j'étais reconnaissante. 2 nuits avant leur vol, je me suis tenue devant le miroir du couloir, celui encadré par les photos de famille que maman adorait. Le sourire de mariage de Léa me regardait. Mon propre reflet semblait étranger, plus calme, mais plus âgé d'une certaine manière. J'ai pris le cadre, les retourné face contre table. Le léger bruit sourd sur la table a sonné de façon définitive. Plus tard cette nuit-là, j'ai écrit un seul brouillon de SMS et je l'ai enregistré. Je pars en vacances de mon côté. Profitez bien des vôtres. Je ne l'ai pas encore envoyé. Le simple fait de le voir attendre dans ma boîte d'envoi suffisait à ralentir mon pouls. Le dernier soir à la maison, l'appartement bourdonnait d'excitation, les valises empilées près de la porte. Les jumeaux couraient dans le couloir avec des chapeaux assortis. La voix de maman venait de la cuisine,
répétant des listes de contrôle. Je me suis assise dans ma chambre, des écouteurs et faisant semblant de regarder un film. Ma valise était déjà cachée dans le coffre de ma voiture. À minuit, j'ai revérifié le vol, à l'heure. J'ai pris une lente inspiration, éteint la lampe et laissé l'obscurité s'installer. Mon téléphone s'est allumé une fois, le message de Léa. Hâte de notre voyage. J'ai éteint le téléphone sans répondre. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le matin est arrivé de la manière la plus silencieuse. L'odeur du café flottait de la cuisine, la maison était pleine de mouvements. Je me suis déplacée tout aussi silencieusement, passant devant leurs valises ouvertes, devant maman qui appelait à nouveau pour la crème solaire. J'ai seulement dit, je vous rejoindrai là-bas. Ils ont souri, distraits, le croyant. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été un flou de lever de soleil et de panneaux d'autoroute. Je me suis garée à un terminal différent, j'ai enregistré mon sac et j'ai regardé les familles passer avec la même fatigue que j'avais portée pendant des années. À ma porte d'embarquement, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les avions s'envoler comme des secrets se libérant. Lorsque mon groupe d'embarquement a été appelé, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait défiler le message enregistré et j'ai appuyé sur envoyer. Je pars en vacances de mon côté. Profitez bien des vôtres. Puis je l'ai éteint et je l'ai mis dans mon sac. Personne ne m'a vu partir. Le bourdonnement de l'aéroport était constant, voix, roues, porte-à-plan des numéros qui ne signifiaient rien pour moi. Ma famille était quelque part de l'autre côté du terminal, jonglant avec les billets, les sacs à dos et les jumeaux. J'ai imaginé la scène sans avoir besoin de la voir. Maman s'affairant, Léa à moitié réprimandant papa essayant de paraître patient. Il penserait que j'étais en train de garer la voiture, peut-être de prendre un café. Pour une fois, j'aimais qu'il ne me cherche pas. J'ai marché jusqu'à ma porte d'embarquement, j'ai montré ma carte d'embarquement et je suis montée dans un avion qui se dirigeait dans la direction opposée. L'air sentait le métal et l'air recyclé. Lorsque le voyant de la ceinture de sécurité s'est allumé, j'ai fermé les yeux. L'avion s'est élevé, doux et certain, laissant Paris derrière lui, comme une habitude dont j'avais grandi. Des heures plus tard, mon téléphone a vibré la seconde où je l'ai rallumé. Des dizaines d'appels manqués, puis d'autres. Des SMS empilés comme des dominos. Où es-tu? Porte ces 3. Nous embarquons, Chloé. Ta sœur pleure. C'est égoïste. Réponds à ton téléphone tout de suite. Au moment où l'avion a atterri, il y en avait des centaines. Le plus récent disait, tu as ruiné nos vacances. Je n'en ai ouvert aucun. Je me suis tenue dans la file qui avançait lentement vers la récupération des bagages. Le carrousel tournait, le bruit se mêlant à un son blanc. Ma valise grise est apparue, glissant vers moi comme un signe de ponctuation. Je l'ai retirée du tapis, le poids me ramenant à la réalité. Dehors, la chaleur m'a frappée, épaisse, salée, vivante. L'air de l'île sentait la crème solaire et les algues. Je me suis enregistrée à l'hôtel, j'ai signé mon nom et j'ai remis le reçu comme preuve de quelque chose de privé. Le réceptionniste a souri. Bienvenue, dit-il. J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour lui rendre son sourire. Dans ma chambre, j'ai posé la valise contre le mur et je me suis assise sur le bord du lit. Le téléphone a de nouveau vibré. Maman, Léa, papa, tous inondaient l'écran. Un instant, la culpabilité a pulsé, rapide, humaine, nette. Puis elle s'est aplatie comme une vague s'effondrant dans la mer. J'ai retourné le téléphone, écran vers le bas, et j'ai fixé le plafond. Quelque part, ma famille était probablement en train de se disputer dans un salon d'aéroport. Les jumeaux pleuraient. Léa fulminait. J'ai imaginé la voix de maman se briser quand elle réaliserait que je n'étais pas non plus sur le vol suivant. Ils appelleraient ça une trahison. Moi, j'appelais ça un équilibre. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au rivage avant le lever du soleil. Le ciel était orange pâle, l'eau respirait en rythme lent. J'ai enfoui mes orteils dans le sable humide et j'ai laissé l'écume atteindre mes chevilles. Le silence ici était différent. Propre, délibéré. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, la batterie était presque morte. Les notifications se confondaient,
des appels manqués maintenant, des messages vocaux, des accusations. Tu es ingrate. Tu nous as embarrassés. Nous avions besoin de toi. J'ai fait défiler une fois, puis j'ai maintenu l'écran enfoncé jusqu'à ce que le fil de discussion tremble. Supprimer tout. Le son que cela a produit, un léger tapotement, fut la seule réponse que je leur ai jamais donnée. J'ai passé le reste de la matinée à flâner dans le marché près du port. Des pêcheurs criaient les prix, des enfants couraient après les oiseaux. Personne ne connaissait mon nom ici, et pour la première fois, cet anonymat m'a semblé être une sécurité. J'ai acheté un petit pendentif en coquillage à un vendeur. Sa surface était lisse, froide, parfaite dans son imperfection. Quand je l'ai tenu à la lumière, j'ai pensé au verre de jus qui se renversait sur la table de la cuisine à la maison, la couleur se mélangeant au blanc, et comment maintenant, enfin, je pouvais juste le laisser sécher. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une ligne: la liberté n'arrive pas en fanfare. Elle arrive quand personne ne vous regarde partir. Puis j'ai fermé le carnet et je l'ai laissé sur la table de chevet à côté de la carte-clé. Dehors, le vent a tourné, portant de légers rires d'un endroit plus bas sur la plage. Pendant une fraction de seconde, cela a ressemblé au sien, à celui de ma sœur. Mais ce n'était pas le cas. C'était juste le monde qui continuait, comme il le fait toujours. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux fins, douce et pâle. La marée chuchotait contre le rivage devant ma fenêtre, régulière et imperturbable. J'ai préparé du café dans la petite cafetière de l'hôtel. L'odeur était forte et réconfortante. Mon téléphone reposait face contre terre sur la table de nuit, silencieux pour une fois. Je ne l'ai pas touché. J'ai emporté ma tasse sur le balcon. En bas, la plage s'étendait vide, à l'exception de quelques lèvres traînant des chaises sur le sable. Pas de jumeaux, pas de voix appelant mon nom, juste un espace assez vaste pour respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie avait été bruyante jusqu'à ce qu'elle devienne silencieuse. J'ai rouvert mon carnet. La ligne de la nuit précédente me regardait. La liberté n'arrive pas en fanfare. En dessous, j'en ai écrit une autre. Elle reste quand vous cessez de vous excuser de la vouloir. L'encre de mon stylo a un peu saigné sur la page, s'enfonçant dans les fibres. Cela semblait permanent, comme une promesse. Plus tard, j'ai marché le long du bord de l'eau, laissant là où l'effacer mes empreintes au fur et à mesure. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même qui étaient restées silencieuses, à table, dans la cuisine, au bord de chaque photo de famille. Je pensais que le silence était une sécurité. Maintenant, je comprenais qu'il pouvait aussi être une armure. Dans l'après-midi, j'ai fait ma valise. La valise s'est fermée d'un seul clic, doux et définitif. J'ai laissé la clé de la chambre sur le bureau, à côté d'une note pour le personnel de ménage. Merci. Pas d'adresse de retour, pas de nom. Le vol de retour était calme. Aucun appel en attente quand j'ai rallumé mon téléphone. Peut-être avait-il cessé d'essayer. Peut-être m'avait-il enfin cru. De retour à Paris, je ne suis pas allée à l'ancien appartement familial. Je suis allée directement à mon propre appartement à la place. La lumière y était propre, blanche, non filtrée. J'ai déballé lentement mes vêtements pliés, j'ai posé le pendentif en coquillage sur mon bureau. Il brillait faiblement sous le soleil de l'après-midi, de la même couleur que l'écume qui avait touché mes pieds ce matin-là. La bouilloire sifflait sur la cuisinière. La vapeur montait, fine et silencieuse. J'ai versé l'eau, les regardé tourbillonner, puis j'ai expiré. Pas de bruit, pas d'excuses, juste l'air remplissant un espace qui m'appartenait enfin. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La ville était encore immobile, l'air légèrement frais contre les fenêtres. Je me suis assise à mon bureau, celui sans photos encadrées, sans bruit, sans fantômes. Mon téléphone reposait à côté du coquillage, sombre et immobile. Pour une fois, personne n'attendait rien de moi. Ce vide me semblait pur. J'ai préparé du thé, ouvert la fenêtre et écouté. Pas de cris, pas de pas, seulement le vent. Pendant des années, j'ai confondu le devoir avec l'amour et le silence avec la paix. Mais la vraie paix ne demande pas la permission. Elle attend juste que vous la remarquiez. J'ai regardé autour de mon petit appartement,
la pile de livres, la couverture pliée, la lumière se répandant sur le sol. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque centimètre carré m'appartenait. Peut-être qu'un jour, ils raconteront l'histoire différemment. Comment je suis parti où j'ai ruiné le voyage? Laissez-les faire. La vérité est plus simple. J'ai juste cessé de me présenter à des endroits où je n'étais jamais vu. La bouilloire a sifflé. J'ai souri, lentement et silencieusement. Le silence qui a suivi n'était pas solitaire. Il était mérité. Si vous avez déjà dû partir pour trouver la paix, dites-moi où êtes-vous allé? Et cela a-t-il finalement ressemblé à la liberté?